Alors quand on est un auteur d'un ouvrage de ce type, qu'on l'a maintenant entre les mains, qu'est-ce que ça fait? Ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment la réalisation, la concrétisation de beaucoup d'années de travail et de beaucoup d'années de travail en collaboration, hein, parce que c'est un livre collectif, il ne faut pas l'oublier, et ça fait un plaisir immense. On est 3 à l'avoir co-dirigé, donc Marie-Claude Cherki et Laurent Verret et moi-même bien sûr, et puis il y a 20 auteurs à l'intérieur qui ont travaillé sur Musidora sur des facettes complètement différentes. Mais c'est justement la question de l'ouvrage, hein, Musidora, qui êtes-vous? Parce que c'est véritablement une artiste complète. On l'a souvent réduite à son rôle d'actrice et encore uniquement à Irma Vep, qui est le personnage qu'elle incarne dans Les Vampires de Louis Feuillade à partir de 1915 et qui a marqué les esprits notamment parce qu'elle est moulée dans un collant de soie noire qui la recouvre des pieds à la tête, un collant qui aurait été taillé directement sur son corps par le célèbre couturier Paul Poiret, dit-on. Donc c'est vrai que Musidora, c'est avant tout ce personnage d'Irma Vep, mais elle a été quand même une grande actrice, elle a tourné dans une 60aine de films, elle a tourné aussi bien dans des comédies que des vaudevilles, que des cinédrames patriotiques, pour reprendre l'expression de Léon Gaumont. Musidora a d'ailleurs été marraine de guerre. Et donc c'est une actrice qui a une carrière beaucoup plus importante, mais elle n'a pas été qu'actrice. Elle a été également, elle a eu un rôle également très important dans le music hall, dans le théâtre. Elle a écrit beaucoup de textes, de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, même un recueil de poèmes. Elle a beaucoup dessiné. C'est une pratique qu'elle a commencé très très tôt et auquel elle a tenu jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, puisqu'on est ici aujourd'hui à la Cinémathèque française, elle a fait partie, à la demande de Henri Langlois, l'un des cofondateurs de la Cinémathèque française en 1936, elle a fait partie de la commission de recherche historique de la Cinémathèque française. Langlois l'a sollicité et à partir de 1943, dans la dernière partie de sa vie, jusqu'en 1957, jusqu'à sa mort, Musidora va participer à cette commission. Elle va donner un certain nombre d'archives, elle va essayer de fédérer les anciens et de faire que les anciens de cette époque du cinéma muet donnent leurs archives. Elle va mener beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres avec des metteurs en scène, avec des acteurs. Je pense par exemple à Ferdinand Zecca. Elle va mener aussi beaucoup d'interviews avec des historiens du cinéma, notamment Georges Chadoul. Et donc elle va contribuer, alors avec une méthode certes peu scientifique, mais elle va contribuer à l'histoire du cinéma de 1943 jusqu'à la fin de ses jours. En fait, on a retrouvé cette photographie chez un collectionneur qui collectionne des nus de cette période, qui ne savait pas initialement qu'il s'agissait de Musidora. Et on a eu envie, avec Marie-Claude Cherki et Laurent Verret, de la confier à un romancier qu'on aime beaucoup et qui travaille sur les fantômes du muet, en l'occurrence Didier Blonde. Donc on lui a confié cette photographie et Didier Blonde a écrit un texte inédit à partir de cette dernière. Et on l'a placé au centre de l'ouvrage, comme une sorte de surprise dissimulée au milieu. Alors pourquoi Musidora? Parce que Musidora, en fait là, je vais faire un récit un peu plus personnel, mais m'a toujours complètement fascinée parce qu'elle réussit le tour de force d'être à la fois un objet de fantasme et puis le symbole de l'émancipation féminine. Et c'est une artiste qui a vraiment énormément de talent, qui sait les développer de façon très très singulière dans des champs très différents. Et c'est une actrice aussi qui me touche particulièrement parce qu'elle a un jeu très singulier pour le cinéma muet, un jeu très singulier qui est né justement d'une espèce de jonction entre deux pratiques artistiques qu'elle a eues dans sa vie, le music-hall et le cinéma. Donc ça veut dire que, par exemple, au music-hall, où elle a d'abord débuté, elle a eu l'habitude de se dénuder assez fréquemment. Et c'est quelqu'un qui n'est pas frileux avec son corps, c'est quelqu'un qui va accepter au cinéma, justement, d'enfiler ce collant qui la rend pire que nue, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui sait faire de son corps une arme de séduction.
Mais c'est quelqu'un qui a un tempérament bien trempé, qui est extrêmement intelligent et qui va aussi parvenir à obtenir des rôles qui ne sont pas des faire-valoir des personnages masculins, mais qui sont véritablement des rôles féminins très très importants, très émancipés. Et qu'en fait, je l'ai découverte par les mots des poètes. Parce que quand Musidora en Irma Vep déboule sur les écrans dans Les Vampires, les surréalistes en herbe sont littéralement subjugués, fascinés. C'est un choc émotionnel, c'est un choc érotique. Et ils vont se mettre à écrire sur elle et à partir d'elle. Et en fait, moi, j'ai découvert Musidora via les mots des poètes surréalistes, au premier rang desquels André Breton, Louis Aragon ou Robert Desnos. Et ce sont ces mots des poètes qui m'ont donné envie de découvrir Musidora et qui m'ont donné envie aussi de mener des recherches sur elle pour montrer tous les talents qu'elle pouvait avoir et puis pour aussi contribuer à l'histoire du cinéma parce qu'elle a une place très très importante dans l'histoire du cinéma. Elle a été actrice, mais ce que l'on n'a pas dit encore, c'est qu'elle a été aussi scénariste, productrice et réalisatrice. Musidora a déclaré, je crois que c'est en 1921 dans Ciné Magazine, « Je n'ai pas une ambition, j'en ai 1000 ». Et effectivement, elle a 1000 ambitions et elle a bien compris en fait que pour gagner en autonomie et en liberté, il fallait qu'elle fasse preuve d'œuvre complète en quelque sorte. Donc elle est devenue scénariste, elle est devenue productrice et elle a créé sa propre maison de production fin 1919, les films Musidora, et elle a également réalisé 8 films dans lesquels elle joue aussi. Donc ça mérite évidemment toute notre attention parce qu'à l'exception d'Alice Guy et de Germaine Dulac, je pense qu'on aurait du mal à trouver d'autres femmes qui ont une carrière cinématographique aussi d'une telle ampleur. Les archives de l'ouvrage viennent essentiellement des archives de la famille de Musidora, de ses nièces et de sa petite nièce qui ont gardé précieusement un certain nombre de documents et notamment des documents évidemment très personnels. Je pense notamment à un livre qu'elle a écrit et peint pour son fils, Clément Marot, qui était surnommé Zazou ou le Zaz. Donc on a accès et on a reproduit certaines de ces planches inédites et extrêmement touchantes. Après, les autres archives que nous avons utilisées proviennent d'archives comme d'archives de la Cinémathèque française, comme les archives de Gaumont, donc d'institutions patrimoniales essentiellement, qui ont conservé ponctuellement certains documents. Musidora, quand elle était petite, elle a lu les Claudines de Colette, parce qu'il y a une petite vingtaine d'années d'écart entre Musidora et Colette, et elle a été fascinée en fait, par les Claudines. Un petit peu plus tard, quand Musidora monte sur les scènes du music-hall, Willy, le mari de Colette, qui, ce n'est un secret pour personne, est un coureur de jupons et aime particulièrement les jeunes actrices, voit Musidora sur scène, va la trouver pour essayer d'obtenir un dîner avec elle. Et Musidora dit à Willy, écoutez, j'accepterai ce dîner avec vous si vous m'apportez une lettre d'autorisation de votre femme, Colette, que j'admire beaucoup. Et Willy est revenu avec une lettre d'autorisation de Colette. Musidora a dîné avec Willy, mais elle s'est surtout liée d'amitié avec Colette, d'une profonde amitié qui a duré jusqu'à la fin de leur existence. Colette a encouragé Musidora à écrire. Colette et Musidora se sont retrouvées sur la scène du Bataclan en 1912. Il y a une correspondance assez dense entre les deux femmes et ce sont incontestablement des artistes qui se sont retrouvés dans la liberté de créer, dans la liberté de faire ce qu'elles voulaient faire de leur corps, dans ces thématiques-là, évidemment. Et il y a une jolie lettre de Colette, alors je crois que c'est 1913, mais je peux me tromper sur l'année, en tout cas qui écrit à Musidora, qui vient de s'essayer à l'écriture, qui commence à vouloir écrire, et Colette lui dit qu'elle a un joli brin de plume, et elle l'encourage à écrire. Donc il y a eu constamment voilà, cette intimité, qui a sans doute par moments dépassé le stade de l'amitié. Il y a eu aussi cet encouragement mutuel. Et puis il y a ces projets communs puisque Musidora va adapter La Vagabonde de Colette pour le porter à l'écran.